Traoré. Merci de nous avoir reçus. Je commence. Vous demandez, est-ce qu'il y a-t-il un fil conducteur pour les 3 concerts que vous allez donner dans le cadre philharmonique de la Villette? Oui, il y a bien un fil conducteur, l'Afrique. Le besoin de positivité en tant qu'Africaine pour ce continent et le besoin de montrer ce qu'il y a de beau dans ce continent. Donc à travers ce que je trouve de beau dans mon pays et ma culture qui sont les éléments que je maîtrise le mieux par rapport au continent, ce qu'il y a de positif et que nul autre ne verrait ainsi et ne pourrait montrer ainsi. Tout pays, toute personne, tout le monde, tout pays, toute personne a besoin d'amour, d'être aimé, de se sentir aimé. Et nous avons tous la vision de ceux qui nous aiment et la vision de ceux qui ne nous aiment pas. Imaginez quelqu'un qui n'a que des ennemis. Donc on ne verrait que le mauvais côté de cette personne. On ne parlerait que du mauvais côté de cette personne. Un pays, une culture, une nation, c'est la même chose. Si ceux qui l'aiment ne savent pas en parler avec leurs mots d'amour et de confiance et de bonheur, on ne verra jamais ce qu'il y a de beau et important et capital de cette culture-là, de cette nation. Eh bien, le fil conducteur de ces 3 spectacles, c'est cela. Il s'agit de Manding Folie, qui signifie musique mandingue, en fait, et Dream Manding Jata, qui est une pièce de théâtre musicale sur l'Empire du Mandé, et ensuite Nesu, qui veut dire Shima. Qui était votre dernier album. Absolument, qui est le concert du dernier album. Parlons de la configuration artistique de ces 3 concerts. Avez-vous des préférences sur le plan instrumental? Quelle est donc la configuration que selon vous sert le mieux donc votre musique? Cela dépend des projets. Je ne pense pas avoir une musique. J'ai des envies, j'ai des inspirations selon les étapes de ma vie, selon les rencontres, selon mon histoire et l'évolution de mon environnement. Et d'un projet à l'autre, les envies changent, les idées changent, ce qu'on a besoin d'expérimenter ou qu'on imagine et qu'on a besoin de concrétiser change. Donc je n'ai pas forcément un instrument précis. Il y en a beaucoup que j'aime, que je n'utilise jamais. Il y en a auxquels je ne pense pas souvent, que je me mets à imaginer lors de l'évolution d'un projet en me disant ah, ça marcherait bien ici et je me mets à travailler. Notre conversation avec Raphaël Traoré, votre carrière qui a démarré, votre carrière discographique qui a démarré, je crois, vers la fin des années 90,
avec l'album, je crois, Monet Issa. Et puis lors, il y a eu des changements, je crois, profonds au sein de l'industrie musicale, n'est-ce pas, surtout sur le plan économique et technologique. Est-ce que les changements vous ont amené à définir votre philosophie en tant qu'artiste et créateur? Alors, je n'ai pas eu à redéfinir ma philosophie parce qu'elle est ce qu'elle est. Elle fait ce que je suis comme artiste, indépendamment de toute l'économie et du cadre professionnel structuré de la musique. Il a fallu redéfinir, il a fallu s'adapter à un fonctionnement et puis voir le bon côté des choses. De toute façon, faire plus de spectacles, créer plus de spectacles que je n'enregistre d'albums me comme des très bien. Je n'en ai jamais tant enregistré que ça. Je faisais un album tous les 5 ans. Il y a pratiquement eu 7-8 ans entre deux de mes albums une fois. Donc j'ai jamais enchaîné les albums. Du coup, ce fonctionnement ne me dérangeait pas tant que ça, même que j'y ai vu un bon côté. Aussi à une étape de ma carrière où désormais ça n'avait pas autant d'impact que la situation aurait pu en avoir si j'en étais au début de ma carrière. Donc ça va, je m'adapte et tout ça correspondait à une étape de ma carrière où j'avais envie de moins tourner, besoin d'enregistrer moins d'albums et du coup je crée plus en croisant les disciplines, musique, danse, théâtre. J'écris beaucoup plus, chose que j'adore aussi. Tout va bien. Ouais. Donc, en tant qu'enfant de diplomate, vous êtes, qui a voyagé un peu partout dans le monde, et souvent dans des contrées africaines, quelle est votre vision de l'Afrique des années 2020, puisqu'on vient juste de rentrer dans la 3e décennie du millénium, si on peut dire comme ça? C'est vrai qu'en dehors du fait d'avoir beaucoup voyagé, l'Afrique est chez moi. Donc il y a des changements. C'est un continent qui continue à surprendre et à avoir aussi, à surprendre positivement tout en ayant ses problèmes liés à plusieurs années, voire plusieurs décennies d'occupation. On ne se relève pas de ça du jour au lendemain, parce que qui parle de continent parle d'habitants, de culture, de nation, de philosophie et de psychologie générale. Tout cela fait un continent et tous ces éléments sont mis en valeur et en perpétuelle évolution, mais mis en valeur ou abîmés violemment selon les types de contacts. Voilà, l'histoire de l'Afrique fut qu'il y a eu une violence et qui ne disparaît pas du jour au lendemain parce que sur papier on a dit que la colonisation était terminée. Les esprits doivent se décoloniser aussi et l'image de l'Afrique colonisée et dépendante dans le reste du monde ou pour le reste du monde doit aussi changer et ça prend du temps. Ça demande plusieurs générations pour que les douleurs se diluent, qu'il y ait du recul, que cette génération arrive avec un état d'esprit frais, avec moins de complexes, plus d'assurance, plus d'amour pour soi-même et pour le continent. Donc finalement tout cela n'est pas surprenant. Après, là où il faut être vigilant est l'accompagnement de cette évolution. Parce que c'est bien beau de parler de la manière positive dont ça pourrait se passer, mais cette manière positive, il faut qu'on en soit conscient et qu'on l'accompagne et qu'on ait la volonté qu'il en soit ainsi. Parce que tout peut
se passer autrement. Nous pourrions aussi rester ce continent complexé, très beau, avec énormément de richesses, mais dont tout le monde ailleurs profite beaucoup plus que les habitants du continent. C'est nous qui pouvons changer cela. Et il faut accompagner ce changement. Il n'est pas seulement économique, le développement, il est aussi culturel, et même je dirais d'abord culturel, pour que nous puissions être en mesure d'éduquer et bâtir les esprits qui vont faire le changement économique et qui vont faire le développement. Donc, reprenant le fil, je vous demande, à l'ère d'aujourd'hui, est-ce que la société africaine en elle-même est prête à accepter la femme artiste et la femme mère? Malheureusement, ça n'est pas que la société africaine. D'ailleurs, c'est cela qui est surprenant. L'Afrique est ce continent dont beaucoup de gens disent beaucoup de choses de l'extérieur. Il est rare d'entendre l'avis de l'Afrique sur la culture africaine ou sur le côté positif de la culture africaine. On parle beaucoup de cette Afrique de la polygamie, cette Afrique de l'excision, etc., qui sont des côtés négatifs de notre culture, comme toutes les cultures en évidemment des choses à améliorer. D'ailleurs, je parle plus de l'excision que de la polygamie. Pour moi, la polygamie est une question de choix de vie. Et tant que ce choix se fait dans la liberté, que les jeunes filles ne sont pas obligées de se marier et qu'elles ne sont pas forcées de se marier à des âges où elles ne peuvent pas faire de réels choix, qu'on n'accorde pas plus d'importance à leur éducation et leur épanouissement intellectuel, ça c'est un vrai problème. Mais en dehors de cela, il s'agit de choix. Et pourquoi est-ce que la polygamie n'existerait pas en Afrique? Voilà. Après, l'excision dans le même état d'esprit, je dirais, ça n'est pas une bonne chose, parce que ça ne correspond pas à ce même épanouissement de la jeune fille et de la femme qui m'est extrêmement cher. Donc il y a des choses à changer dans les mentalités. Mais en dehors de ça, à côté, nous parlons de l'Afrique aussi, où les changements sont une possibilité. Parce que quand on ose, qu'on a l'audace et qu'on lutte, comme partout ailleurs, il y a eu des minorités. Aujourd'hui encore en Europe, les droits de la femme ne sont pas autant respectés, en tout cas pas à égalité par rapport aux droits de l'homme dans différentes situations. On le vit encore ici. En Afrique aussi, il y a des améliorations à apporter, mais ça n'est pas impossible. J'existe, je suis née au Mali. J'y ai passé une partie de ma vie, même si j'ai beaucoup voyagé. La femme que je suis avec mon identité, mon métier, tout ce qui me fait est accepté et respecté au Mali. J'ai un rapport de respect et de grand amour avec ce pays qu'est le Mali et qui est le mien, et avec mon public au Mali. Après, il y a ceux qui voient une femme comme moi, comme dans ma manière différente d'exister. Ça n'a d'ailleurs plus une si grande particularité. Il y en a d'autres comme moi qui peut-être sont dans des métiers où elles sont moins exposées. Mais elles arrivent à vivre, nous arrivons à vivre dans ce pays, à apporter notre contribution, à faire le changement. Il est très positif la plupart du temps. J'ai un soutien de mon pays, dans tout ce que j'entreprends. J'ai un accompagnement, un soutien d'un public très important. Et au fil du temps, selon les gouvernements, selon que les gouvernements accordent plus ou moins d'importance à la culture et à ceux qui portent cette culture, j'ai toujours une relation de respect dans l'absolu avec les différents gouvernements. Donc je dirais pour conclure que ce pays, dans ses qualités et ses défauts, le continent africain dans ses qualités et ses défauts sont mon pays et mon continent. Et on vit ensemble, on vit dans une relation d'interaction pour l'évolution, pour une évolution, que ce soit la mienne
ou celle du pays et du continent, le changement des mentalités dans des concepts qui sont nécessaires partout dans le monde. Partout dans le monde, les choses changent et bougent. Il n'y a pas de problème identitaire qu'en Afrique, il n'y a pas de problème d'évolution qu'en Afrique. Après, d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, les problèmes sont différents ou sont à traiter différemment. Donc je n'ai pas de soucis par rapport à ça et je suis très positive concernant l'Afrique, concernant le Mali. Nous avons des problèmes à gérer, mais le vrai problème n'est pas cela. Tout le monde en a partout. Le vrai souci est comment former, encore une fois, les hommes et les femmes, comment former leurs esprits pour pouvoir comprendre ces problèmes et les gérer sans complexe. Et ce problème-là, nous y travaillons. Et j'ai l'immense plaisir de pouvoir participer à ce changement-là au quotidien, à travers ma vie quotidienne au Mali, qui est le pays où je vis, où j'ai choisi de vivre depuis 10 ans maintenant. Revenons à votre musique. Votre, je crois, dernier opus, c'était Né So. Quel est sur le plan, disons, du contenu, la philosophie qui soutient des sauts et d'autre part aussi, est-il un petit peu la suite, si on peut dire comme ça, non annoncée de ce que vous avez déjà proposé avec Beautiful Africa? Oui, voilà, Beautiful Africa est chez moi. C'est vrai qu'à un moment, mais vous savez, ça vient vraiment du cœur. Hein. C'est quand on aime vraiment quelque chose. Et moi, je vois vraiment des tas de choses positives là. Et voilà, il faut le dire, il faut le crier, il faut l'écrire, il faut le représenter à travers des pièces de spectacle, il faut l'exprimer à travers des concerts, de la musique, que cette Afrique est grande et qu'elle est belle. Il faut que la manière dont je la vois et je l'entends et que la manière dont je la sens, je l'explique au reste du monde. Et c'est vrai que quand on est dans cette position passionnée, on ne se rend pas compte qu'on l'a peut-être suffisamment dit et qu'on le montre suffisamment, mais le Mali est magnifique et l'Afrique est belle. Voilà. Vous avez aussi multiplié les collaborations dans les sauts. Pour vous, est-il si important de nourrir votre musique d'une sorte de culturalité? Ah oui, très important, parce que bon, tout ça est très bien, tout ce dont on parle jusque-là est mon identité, mais le monde, c'est aussi l'ouverture d'esprit, ce sont les contacts, c'est admettre ce qu'il y a d'autre en dehors de soi et l'intégrer et se l'approprier. Et les collaborations servent à ça. Servent à cela, à des rencontres, à donner matière à sa curiosité, à apprendre, parce qu'on n'a jamais tout appris, on apprend beaucoup de choses des autres, et il est nécessaire de rester en contact avec le reste du monde, que ce soit dans le contexte de mon métier ou dans d'autres contextes. Il est extrêmement important de collaborer, de savoir entendre et intégrer son environnement proche ou éloigné. Avez-vous senti qu'il y a un autre regard sur cette musique africaine d'aujourd'hui, puisque ça a été quand même un très long chemin pour y arriver? Est-ce que par rapport, disons, à l'extérieur, il y a un regard complètement différent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on accepte un peu plus cette musique, on l'accepte comme étant une autre musique, comme n'importe quelle autre? Alors, je n'ai jamais eu la sensation d'un rejet ou
d'une non-reconnaissance de la musique africaine. Et il y a toujours une méconnaissance liée probablement au fait que chez nous-mêmes, nos musiques, il n'existe plus un réel contexte économique pour exploiter nos musiques et notre culture et nos arts en général. Et cela laisse une porte ouverte à toute forme d'intrusion et d'usurpation et de mauvaise interprétation et d'explication de ce que sont nos cultures et le domaine artistique chez nous en général. C'est très dangereux parce que chez nous-mêmes, les musiques ne sont pas classées. On ne sait plus ce qui est du domaine public, ce qui est de la musique classique, ce qui est nouveau. Chacun se l'approprie, la prend, la change, la joue comme l'on veut, sous le titre que nous voulons, en déclarant avec nos droits d'auteur à nous, alors que ça vient du terroir. Alors il ne s'agit pas que d'argent, mais pour un continent dont la culture s'est développée sur la base de l'oralité et donc a été préservée par des principes artistiques et culturels depuis toujours, jusqu'à un contact violent avec la colonisation qui a déjà abîmé beaucoup de choses en créant des ruptures dans ces moyens de communication et de préservation-là, et qu'à la sortie de la colonisation, il n'a pas été fait suffisamment d'efforts pour reconstituer et comprendre ou structurer le domaine culturel et artistique afin de pouvoir reconstituer le passé et comprendre comment évoluer dans le futur. Eh bien, il y a un désordre chez nous-mêmes qui fait que toute personne passionnée par nos musiques qui s'y intéresse a du mal à trouver des informations et donc va faire ses propres interprétations et raconter sa propre histoire, que ce soit dans nos musiques ou d'autres domaines artistiques et culturels en Afrique. Le vrai danger, il est là. Comment est-ce que nous-mêmes nous traitons déjà le domaine culturel et artistique en Afrique? Quelle importance nous lui accordons? Et comment nous allons pouvoir nous servir de ce secteur comme base pour pouvoir avancer. Ce n'est pas la connaissance que l'étranger, que les pays développés ont de la musique ou de la culture africaine ou de nos arts qui va nous permettre de nous bâtir. C'est la connaissance que nous en avons nous-mêmes. Et il faut que nous puissions la raconter nous-mêmes pour pouvoir bien raconter notre passé, notre présent et pouvoir donner une idée de ce que nous attendons de notre futur. L'Afrique n'est pas que des ressources minières, elle n'est pas que des pays à développer, que de vastes terrains et de beaux paysages à exploiter pour faire de l'argent. Ce sont des êtres humains. L'Afrique est une culture extrêmement riche. Et qu'est-ce que nos dirigeants font de cet aspect-là du continent et cet aspect important d'un développement et d'une évolution? Ce sont là des questions extrêmement importantes qui vont nous ramener à la considération qu'il y a à l'étranger par rapport à notre musique, à nos arts visuels en général, à d'autres disciplines artistiques et culturelles du continent.
artiste sur le plan international? Il est, comme je l'ai déjà exprimé quand j'en parlais sur le plan africain, je pense que sur le plan international, c'est très compliqué aussi, hein, ça n'est pas facile. Ce sont des métiers très méconnus. Moi, en tant que mère, je me vois souvent jugée dans mes qualités de mère par rapport à mon statut d'artiste international. Quelque part, c'est comme s'il y avait un prix à payer. On ne peut pas être une artiste internationale de talent. Mais combien de fois je l'ai entendu dans des circonstances extrêmement douloureuses que j'étais une grande artiste, donc je ne peux pas être une bonne mère. Et la réalité est que j'ai une relation extraordinaire avec chacun de mes enfants que j'ai voulu. Ils ne sont pas des accidents. Une femme ne peut pas vouloir un enfant et ne pas être ensuite une bonne mère, à moins qu'elle ne soit pas en possession de toutes ses facultés mentales ou qu'il y a un autre problème. Et le fait d'être une artiste avec une carrière internationale et qui apparemment ou a priori aurait du talent n'est pas un signe de non-possession de toutes ses facultés mentales. Donc, être une femme artiste internationale n'est pas une maladie. Ça n'est pas une anomalie mentale. Ça n'empêche pas d'être une mère. C'est pas comme si on était drogué ou alcoolique ou malade mental ou diminué physiquement. C'est un choix de métier. Et les femmes qui ont fait ces choix, si elles peuvent assumer et qu'elles ont décidé de faire des enfants, il n'y a aucune raison qu'elles y arrivent moins que des femmes politiciennes ou responsables de grandes entreprises. Donc on arrive à la fin de cette interview, de cette rencontre. Parlez-nous un petit peu de votre fondation Passerelle et des défis auxquels elle est confrontée dans le cadre de l'industrie de la création au Mali. Passerelle est une fondation effectivement que j'ai créée en 2010 qui a pour but en fait tout simplement d'appuyer et me permettre de structurer ce que j'ai toujours fait en tant qu'artiste au Mali et par rapport à l'Afrique. Donc mieux organiser des formations, favoriser la venue de gens pour découvrir la culture et la musique malienne, ou alors en Afrique en ayant des collaborations avec d'autres fondations et d'autres institutions, et accompagner des jeunes artistes maliens et africains, leur permettre d'acquérir une connaissance structurée. Merci Rokia Traoré et merci surtout de nous avoir reçus. Un plaisir pour moi. Merci de m'avoir accueilli. Tu peux continuer. Tu as d'autres questions, non? Non, j'aurais posé une question par exemple sur la condition humaine. Est-ce que vous traitez beaucoup dans vos morceaux l'aspect de la condition humaine? Est-ce que c'est important ou pas dans un monde où on vit des tragédies comme les tragédies migratoires, nombre de réfugiés qui augmente un peu partout dans le monde. Est-ce que la condition humaine, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Parce qu'on en parle tout le temps, est-ce que ça veut dire aujourd'hui on est dans un monde où désormais il semble que ce n'est pas suffisamment important pour chacun que nous soyons entourés par des gens dans les limites acceptable du malheur. Voilà, tout le monde ne sera jamais heureux, mais il faut que nous refusions certaines catégories de malheur. Il faut que nous puissions continuer à garder en tête des limites, des valeurs philosophiques qui posent des limites. Et en refusant tous ensemble, c'est possible. Tout le monde ne sera jamais heureux, le monde ne sera jamais rose pour tout le monde, le monde ne sera jamais une traversée tranquille d'un fleuve tranquille, mais il nous appartient de refuser que celui juste à côté de nous soit dans certaines conditions et qu'on soit là pour assister à ça. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément d'ailleurs altruiste, il est quelque part égoïste aussi de ne juste pas vouloir assister au malheur. Moi, je n'aime pas avoir des gens malheureux autour de moi, pas à un certain niveau. Je ne peux pas être heureuse comme ça. Et je pense que beaucoup d'êtres humains sont dans la même situation que moi. Eh bien, il faut juste ensuite, la deuxième chose est, ok, d'accord, si je ne peux pas être heureuse comme ça, qu'est-ce que je peux dans l'équilibre que je peux avoir
pour aider un peu au bonheur des autres tout en préservant le mien. Au-delà des racines mandingues, qui sont les vôtres, quelles sont les musiques qui vous inspirent sur le plan organique, spirituel et philosophique? Oh, toutes les musiques. Toutes les musiques. En fait, dans toutes les musiques du monde, il y a une manière de jouer ou une composition qu'on n'aime pas, et puis il y a autre chose qu'on aime. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je n'ai pas de genre de musique préférée. J'adore la musique du sud de l'Inde parce qu'il y a quelque chose de proche comme ça avec la musique africaine. Mais j'adore la musique classique européenne. Qui est très très différente, mais qui a quelque chose de méditatif et de spirituel qui m'attire beaucoup et m'inspire. Je peux te poser une question encore? Oui, vas-y. Voilà, une toute dernière. Le Mali est la musique par excellence, si on peut dire comme ça. Est-ce que à l'heure actuelle, il peut encore faire éclore une nouvelle génération comme celle qu'on a connue, comme les Salif Keita, les Moussa Narey et autres? Est-ce qu'à l'heure qu'il est, le Mali est donc en mesure de faire éclore une nouvelle génération qui va s'implanter sur le plan international? Bien sûr, à la hauteur des exigences de qualité internationale aussi concernant le niveau artistique en musique, parce que le niveau général, peut-être qu'il n'a plus le même. Mais à la hauteur de ce niveau général, oui, il y a des jeunes qui arrivent avec beaucoup de talent. Aujourd'hui encore au Mali, je pense au Cheikh Sidima ou Van Guitar, par exemple, Kani Sidibé, qui sont tous des jeunes avec d'énormes potentiels. Après, on verra bien ce qu'ils arriveront à faire. Je pense que l'effort dans toute entreprise est quelque chose qui disparaît au fur et à mesure. Moi, mon père me disait déjà qu'il ne comprenait pas la notion de l'effort de ma génération, qu'on n'aimait pas travailler. Donc, ça ne s'est pas amélioré. Je pense qu'il ne s'agit pas de ne pas aimer travailler. Je pense qu'on est dans un monde où tout évolue. On n'a plus à monter des escaliers, il y a des escalators et des ascenseurs partout. On n'a plus à ouvrir des portes, les portes s'ouvrent automatiquement. Et je pense que le mental évolue de la même façon. Les jeunes, plus ça va, moins le sens de l'effort en toute chose est aigu, moins il est important. Donc ça se sent aussi, le chant c'est comme tout autre métier. Le grand Salif Keita ou la grande Moussangare au Mali ont pris les choses probablement avec cœur et avec rage et ont fourni un effort de travail que les générations qui ont suivi ne comprennent pas forcément et ne sont pas prêts au même sacrifice et au même niveau d'effort. Donc ils auront du talent au niveau de l'exigence d'effort standard mondial.